Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Salut à tous et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions de ce vendredi 23 juin 2023. Les Grandes Contradictions est une émission qui aborde l'actualité au plan national et international avec en studio le trio habituel de journalistes Mas Gaspard Adjamossi, Achille Wusso et moi-même. Les Grandes Contradictions, c'est tout de suite et maintenant sur Guérite TV Monde. Je vous retrouve juste après ceci. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Retour sur ce plateau, Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, les députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau fustigent les sorties tonitruantes et les propos jugés excessifs des députés du parti Les Démocrates. Votre première réaction? Oui, ma première réaction, c'est que c'est déjà une première sortie du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Et c'est bon, c'est de bonne guerre et nous sommes en politique. C'est vrai que ce n'est pas le seul sujet qu'ils ont abordé au cours de cette rencontre avec les hommes des médias. Ils en ont profité pour aborder le débat d'orientation budgétaire. Je ne parle pas pour que ce n'est pas le plus important. Ils ont également parlé désormais, je dirais, comment vous allez de la foison de questions au gouvernement désormais. Donc ils comptent jouer également leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Mais je crois que le point d'orgue de cette conférence de presse, c'est surtout une manière de rappeler à l'ordre les députés, les démocrates, et pour ce qu'ils ont appelé, vous avez rappelé tantôt les sorties tonitruantes et les propos excessifs de ces députés. Mais vous savez, nous sommes en politique et je ne sais pas si les députés Union progressiste sont bien placés pour faire la leçon aux députés, les démocrates, parce que les autres sont dans leur posture d'opposants et je ne pense pas qu'on puisse leur indiquer la manière dont ils vont lutter ou le discours qu'ils vont tenir. Eux, ils sont dans leur rôle. Les autres sont dans leur rôle, peut-être Union progressiste et Bloc républicain, d'encenser le pouvoir et de trouver que tout ce qui est fait est beau. Mais les autres sont dans leur rôle d'opposant et ne demandez pas à un opposant de venir dire que tout est rose, que tout est bon. Et je crois qu'ils sont à chacun son rôle. Et quel que soit, je crois qu'ils sont largement minoritaires et ils utilisent les instruments en leur pouvoir, n'est-ce pas, pour essayer de se battre et pour essayer de mettre le peuple à profit. Et bien évidemment, les autres aussi sont dans leur rôle de venir dénoncer. Mais je ne pense pas que cela change quelque chose désormais dans la manière de fonctionner au niveau de l'Assemblée nationale. Les opposants seront dans leur rôle. Les démocrates feront tout ce qu'ils pourront pour bloquer, pour ne pas faire avancer les choses, tant qu'ils ne trouveront pas leurs intérêts et les autres également dans leur rôle de majorité mécanique essaieront forcément de brimer les démocrates. Je crois que cette sortie médiatique pour fustiger, bon, je crois que c'est pour l'opinion que c'est fait, mais dans la réalité, ça ne changera rien à ce qui se fait actuellement. Achille Wusso, certains qualifient cette sortie médiatique du groupe parlementaire Union progressiste d'une sortie ratée. Non, mais sortie ratée, on ne le dira pas parce que l'action appelle toujours la réaction. Et si aujourd'hui, les responsables du parti, l'Union progressiste, trouvent bon donc de sortir pour venir donner leur point de vue aussi sur certaines questions qui agitent
l'actualité politique nationale, c'est parce qu'en amont, nous avons eu cette conférence de presse des responsables du parti Les Démocrates qui conférence de presse au cours de laquelle en fait ils ont quand même tiré sur certains responsables et sur les comportements aussi des partis qui sont du côté du pouvoir. Je vais nommer le parti Union progressiste et le parti Bloc républicain. Et donc, c'est de bonne guerre qu'aujourd'hui, les responsables de ces partis-là qui se sont sentis égratignés viennent aussi au-devant donc de la scène pour donner leur position et leur point de vue sur certaines questions. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons qu'en matière parlementaire, il y a du grain à moudre. Ce n'était pas le cas pendant la 8e législature, ce que nous avions tous déploré aujourd'hui à cause donc de cette présence d'une opposition radicale. Les partis soutenant les actions du gouvernement se voient obligés aussi de venir s'expliquer sur des questions. Je crois que cela participe vraiment de la dynamique donc de la chose politique dans notre pays. Et en tant que tel, il faut dire que il serait souhaitable que nous assistions, et je crois que ça a été annoncé pendant cette conférence de presse, que maintenant rendez-vous sera donné avec la presse locale et internationale pour décortiquer des questions qui touchent donc à l'intérêt général. Et c'est cela, la mission à laquelle les députés sont appelés, qu'ils s'attaquent. Nous sommes dans l'arène politique, cela va de soi. Et qu'aujourd'hui, les responsables du parti Union progressiste trouvent que les démocrates en font un peu trop, et que aussi de l'autre côté, les autres trouvent également que ceux qui soutiennent le pouvoir sont donc dans du dilatoire et dans le faux. Cela donc permet à l'opinion nationale et internationale donc de se faire qu'on appelle d'avoir de la matière pour apprécier notre politique nationale. Gaspard Diamoussi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce que j'ai ajouté, c'est comme l'a dit Achille, c'est que tout au moins nous, en tant que journalistes accrédités au Parlement, ça nous donne la matière. Et je crois que justement, nous sommes en train d'en débattre. Et de mémoire de journalistes accrédités au Parlement sur la 8e législature, il n'y a même pas eu une petite conférence de presse. Donc c'est déjà heureux. C'est déjà heureux. N'est-ce pas que les gens même pas de courtoisie. C'est déjà heureux que les gens viennent au-devant de la presse et qu'ils viennent. C'est vrai que l'Union progressiste, le renouveau a donné le ton. Les démocrates ont fait une conférence de presse, mais pas à l'Assemblée nationale, ils l'ont fait hors de l'Assemblée nationale, en ville. Je crois que notre souhait à nous autres, c'est que le bloc républicain, les démocrates aussi viennent, n'est-ce pas, et s'expliquer au-delà, d'avoir de la matière. D'avoir de la matière. Bon, ça, c'est vous qui le dites, c'est pas pour ces genres de choses que moi je parlais, je ne sais même pas s'il y en a eu avec l'Union progressiste, le renouveau. Mais de toutes les façons, ça nous donne du grain à moudre et ça nous permet en tant que journalistes. C'est de bonne guerre. Absolument de bonne guerre. Et courage donc à nos députés. De tout bord, de tout bord. Voilà, nous poursuivons ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions. On va parler sport à présent. Match Bénin, Sénégal, Gaspard Diamoussi, des pertes en vie humaine enregistrées. Non, ça, c'est pas du sport. Ça, c'est pas du sport. C'est quoi? Ça, c'est du drame. Malheureusement, les gens. On n'est pas sur un terrain de foot et là. Le ballon n'est pas en train de. Les gens sont morts. Dans ce monde, alors. Bon, oui, non, oui. C'est vrai que c'est dans le cadre du sport. Voilà. Je crois que c'est dramatique ce qui s'est passé au stade de l'Amitié. Heureusement qu'il y a des commissions d'enquête qui sont en train d'être mises en place déjà, pour situer soi-disant les responsabilités. Mais les gens sont déjà morts, je crois que ça ne remettra pas. Ça ne ramènerait pas ces gens-là à la vie. Et je pense que c'est dommage. Et certains fustigent déjà la gratuité qui est décrétée par rapport à certaines rencontres sportives. Mais est-ce que c'est véritablement la cause? Je crois qu'il faut chercher les causes dans l'organisation déjà
de cette rencontre-là, parce que nous savons bien que le stade a une certaine capacité. Et je crois que c'est par rapport à cela déjà, parce que même on peut vendre des tickets et occasionner des morts si ce n'est pas bien organisé. Je crois que le cas Kofi Olomide, de triste mémoire, est encore vivace dans certains esprits, parce que des tickets ont été vendus, ça n'a pas empêché qu'il y ait des morts. Donc c'est d'abord une question d'organisation. Si nous savons que le stade a une certaine capacité, je crois qu'à l'émission déjà des invitations ou des tickets, il faut déjà tenir compte de ce paramètre. Et en dehors de cela, et savoir comment orienter les gens. Et en dehors de ça, il y a aussi la sécurité au niveau de nos stades. Ailleurs, ce n'est pas les policiers qui s'occupent forcément, les policiers républicains qui s'occupent forcément de la sécurité des stades. Il y a des gens qui sont formés pour, que les gens appellent souvent policiers des stades ou stadiers ou tout ce que vous voulez. Je crois qu'il faut qu'on en arrive à ce genre d'organisation où que ce soit la sécurité est complète. Sinon, les gens vont même décréter des gratuités, mais le stade sera désespérément vide. S'il faut vouloir se faire plaisir, trouver la mort en cours de route, je crois que ce n'est pas tout à fait une bonne chose. Et je crois que situer les responsabilités, ceux qui situent les responsabilités doivent être également situés par rapport à leurs responsabilités. Et moi, je suis complètement, par rapport à cette affaire-là, je crois que ce soit le ministre des Sports, que ce soit le président de la fédération, je crois qu'ils ont également leur part de responsabilité qu'ils doivent prendre. Il ne suffit pas... Bien sûr, en tant que responsable, quand vous êtes responsable, vous êtes en premier responsable aussi bien des succès que des échecs et des insuccès. Il ne faut pas donner l'impression à l'opinion que c'est d'autres qui sont d'office responsables parce qu'eux, peut-être, ils n'ont pas reçu les instructions ou ils n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire. Mais à votre niveau aussi, en tant que responsable, je crois que vous devez prendre votre part de responsabilité. C'est peut-être leur part de responsabilité qu'ils sont en train de prendre en installant les commissions, je n'en sais rien. Bon, vu que ça donne des résultats. Mais malheureusement, ça ne va pas ramener ceux qui sont morts à la vie. Achille Osso, attention donc aux enquêtes sans suite. Eh oui, mais vous avez raison de le dire, surtout qu'il y a plusieurs commissions d'enquête. Je ne sais pas pourquoi on a multiplié la commission d'enquête, je ne sais pas pourquoi chaque structure s'est vue obligée donc d'installer une commission d'enquête. On pouvait peut-être s'en tenir à la commission de la justice et lui donner les moyens et plein pouvoir donc pour agir et pour véritablement situer les responsabilités. Si on ne craint pas, je ne sais pas pourquoi le ministère et la fédération devraient se voir encore obligés donc d'installer des commissions d'enquête. Soit dit en passant, hein, nous nous inclinons devant la mémoire donc de ces personnes qui ont perdu leur vie en allant manifester leur fibre patriotique en soutenant donc le 11 national. Il faut dire que déjà, il y a quand même dans l'opinion des choses que nous entendons et qui devraient déjà permettre donc de savoir que dans l'organisation, quelque chose n'a pas marché. Parce que on m'a appelé à aller chercher donc des billets d'entrée, mais avant d'arriver, il paraît donc que le stade était déjà, en tout cas, il y a une partie du stade qui était déjà pratiquement pleine. Et donc, comment ça s'est passé pour que ceux-là aient accès donc déjà au gradin avant l'ouverture même des entrées du stade? C'est là la véritable préoccupation, la véritable question qu'on devrait se poser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien tourné. Et de l'autre côté aussi, les mesures sécuritaires. Est-ce qu'on a mis les forces de l'ordre suffisamment? Parce qu'il paraît que il y avait plus de problèmes même sur l'esplanade que sur le stade. Il y avait tellement de monde. Alors, il y a quand même une barrière avant d'accéder donc à l'autre cour donc du stade. Comment on a pu laisser les gens pour aller donc s'installer de l'autre côté? Voilà autant donc de questions qu'on devrait se poser. Et je crois qu'on doit malheureusement donc éviter donc d'associer le nom du stade ou du quartier qui habite le stade à ce qui se passe lors de l'organisation donc des grands événements sur notre stade. Quand on dit Kounou, c'est à croire que donc lorsque vous allez là-bas, donc la mort vous attend pour vous frapper. Malheureusement, donc il faut que nous effacions, parce que Gaspard a rappelé tout à l'heure l'événement de Kofi Olomide il y a 20 ans, mais ce n'était pas du sport. Et on lui a fait porter la responsabilité. Il s'est vu obligé donc de venir présenter
ses excuses publiques au peuple béninois et de chercher à se racheter 20 ans après. Ça veut dire qu'il a eu ça sur sa conscience. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Et je ne sais pas les autres matières comment cela sera, mais il va falloir quand même qu'il faut situer les responsabilités et il faut faire porter la responsabilité à chacun dans cette affaire-là. Repos éternel donc à l'âme de ces personnes, de ces Béninois décédés lors de cette rencontre. Nous poursuivons toujours l'émission, un autre sujet à présent. Jacques Mégan, il est en joie là, Gaspard Diamansi. Selon la Cour constitutionnelle, les propos tenus par l'ancien bâtonnier ne violent pas la Constitution. Oui, je crois qu'il y a de quoi être en joie, parce que après, il faut rappeler les propos tenus. L'actualité lui-même. Il a intérêt à le faire, parce qu'après les propos tenus, je rappelle, les propos c'était de dire que les populations béninoises souhaitent la révision de la Constitution et un troisième mandat de président de la République. Je crois que quand il a fait cette déclaration, je crois que on l'a presque traîné dans les bouts, nous-mêmes ici, on ne l'a pas raté par rapport à cette déclaration et c'est heureux. Surtout vous deux. Le plateau est constitué de 3 personnes. Moi, je suis là. Puisque c'est nous qui opinons. Parfois, vous posez des questions orientées. Et donc, je crois que la Cour constitutionnelle vient, comme on dit chez nous, lui essuyer les larmes. Je crois que c'est quand même heureux. Non, nous, on savait déjà quand même que au fait, les propos tenus n'étaient pas anticonstitutionnels parce qu'il n'a obligé personne, il n'a pas révisé la Constitution, il n'a obligé personne à le faire. Il a juste donné une opinion, des études personnelles. Il a interrogé des Béninois personnels qui ont dit ce qu'ils ont dit. Et donc, je crois que... Ah oui, il est là. Non, mais il a dit que d'aller écouter la population ne sont pas d'Adiara. Les migrants sont des coupés de tête de Porte-Novo. Et donc, je crois que, bon, ce n'est pas une surprise que la Cour déclare ce qu'elle a déclaré. De toutes les façons, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, ça ramène quand même Jacques Mégan et ses propos dans une certaine proportion parce qu'on a tellement donné une large proportion à ses propos en son temps. Et je crois que, de toutes les façons, c'est notre ami, c'est notre aîné, c'est notre papa. Et personne n'a dit ce qu'il a dit pour le chicaner. Je crois que nous sommes souriants avec lui par rapport à cette décision de la Cour. Vous partagez sa joie avec lui? Absolument, je partage sa joie avec lui, même si ses propos en griffe et continuent. Vous dérangez, vous, personnellement? Pas moi personnellement, moi je n'ai pas... Le peuple béninois? Certains Béninois, bien entendu. Peut-être pas tout. Il y a des gens qui partagent son opinion. Vous ne savez pas si moi je partage cette opinion désormais. Allez-y alors. Non, je n'ai rien à expliquer. C'est la question des troisièmes mandats de façon générale. Vous savez, les opinions sont partagées sur le sujet. Non, vous, votre opinion par rapport à ça? Non, mon opinion, c'est qu'il faut... La Constitution a dit c'est 2 mandats, point barre. Il faut respecter la Constitution. Si on change la Constitution et on dit c'est 3 mandats, il y a 3 mandats. Il faut respecter. Donc vous êtes pour une révision, non, moi je suis. Et on ajoute. Moi je suis pour qu'on respecte. Un troisième mandat. Moi je suis pour qu'on respecte les règles établies. Si les règles disent que c'est 3 mandats et que la Constitution l'accepte, on a beau manifester, on a beau crier, c'est ce qui se fera. Et si la Constitution dit que c'est 3 mandats et qu'un certain Jacques Mégan vient dire pourquoi on veut faire 3 mandats, c'est 2 ou c'est 4, en son temps, on dira que ce qu'il a dit n'est pas en phase avec la Constitution. Je crois que la Constitution du moment a dit c'est 2 mandats et que quel que soit Alpha, c'est 2 mandats. Je crois qu'on s'en arrête là. C'est parce que Jacques Mégan s'est écarté de cette logique. Je crois qu'on le critique. Maintenant, si il advienne, déjà pour qu'on révise, et qu'on aille à 3 mandats, chacun aura son opinion et va défendre en son temps. Maintenant, s'il arrive que la majorité des Béninois décide que c'est 3 mandats, ben c'est 3 mandats. Gaspard Diamansi est ouvert. Non, je suis ouvert pour qu'on respecte les règles établies. Ça, c'est clair. Je suis ouvert pour qu'on respecte les règles établies. Et en l'espèce, les règles ont dit que c'est 2 mandats, point, et c'est 2 mandats, point. D'accord. Oui. Je n'ai pas fait de la politique. J'ai dit ce que je fais. Ce qui me fait rire, c'est que j'attends dessus la position de Hachi sur le sujet. Un troisième mandat, probablement. Hein? Pour Patrice Talon. Ah, non, mais... ça y est. Non, je veux... Bon, Patrice Talon, jusque-là, le président... Martin Liba a déjà annoncé cette couleur-là. Hein? Le président Patrice Talon n'est pas jusque-là demandeur d'un troisième mandat. Et je crois, et nous l'avons déjà dit ici à suffisance, que c'est lui qui a fait écrire dans la nouvelle constitution, ou la constitution révisée,
que nul ne sera président de la République de son vivant, plus de 2 fois de son vivant. Donc, pour l'avoir fait écrit dans la nouvelle constitution ou la constitution révisée de notre pays, je crois qu'il a, qu'on appelle rendez-vous devant l'histoire et devant sa conscience. Il a écrit, mais il y a gommé. On peut gommer. C'est écrit, mais on peut gommer. Ce qui est sûr, c'est écrit. Jusque-là, c'est écrit. Ça n'a pas été encore gommé. Et donc, nous nous en tenons, comme l'a dit Gaspard, à ce qui est établi comme principe, comme loi, et que, même si ça n'a pas, qu'on appelle, reçu l'assentiment ou l'adhésion de tout le monde, c'est quand même notre constitution pour le moment. Et l'autre chose, je voudrais dire, l'opinion à l'amener Jacques Migan, il y a de quoi qu'il soit content que la Cour le réhabilite, parce qu'il n'avait pas eu de soutien public. Il n'avait pas eu de soutien public. Donc, il a exprimé un souhait, un vœu. Cela ne diminue en rien notre constitution. Et par rapport à ça, je crois quand même que, comme lui, nous pouvons aussi dire que si nous pensons que Patrice Talon fait mieux, mais pourquoi ne pas souhaiter que le peuple béninois lui-même maintenant prend son bâton de pèlerin et demande peut-être qu'on modifie. Parce que mais là, ça devient n'oubliez pas, le peuple béninois. Le peuple béninois, l'expression du peuple béninois, c'est le référendum. Et donc, si nous pensons que c'est un sujet qui peut faire, qu'on appelle objet d'un débat public, on le met sur la place publique et le peuple s'exprime. De façon voilée, parce que, en fait, non, pas encore. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Loin de là. Jamais. Ni de façon indirecte, ni de façon directe, ni de façon voilée. N'oubliez pas que nous avons fait un choix. C'est un choix que nous avons fait. Et que ce choix peut être revu à tout moment. Nous avons fait le choix. Il y a des conditions, il y a des démocraties dans lesquelles, qu'on appelle, les mandats ne sont pas limités. Et donc, autant, il revient au peuple donc d'apprécier la gestion donc, de celui qui est au pouvoir et autant de fois. Donc voilà, c'est un choix. Mais c'est pour vous dire que nous n'avons pas une Bible. La constitution n'est pas une Bible. Et donc, le peuple a son mot à dire dans ce débat-là. Si on pense que, c'est un sujet qui doit faire l'objet de débat national. En tant que journaliste, citoyen béninois, vous êtes favorable pour un troisième mandat? Non, ce qui est sûr, nous enseignons que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc, jusque-là, notre liberté devrait donc nous obliger à dire que les dispositions qui sont établies et qui nous ressemblent sont les seules à respecter. Mais nous pouvons quand même ouvrir le débat si nous pensons qu'il est encore nécessaire de revoir certaines dispositions de notre Constitution, qui n'est pas une Bible, encore moins au Coran. Oui, sur le sujet, moi je veux quand même être assez clair. C'est vrai que la Constitution n'est pas une Bible et qu'on doit pouvoir toucher à la Constitution si le besoin se fait sentir. Mais moi je suis assez catégorique sur cette question. Ma position elle est claire. Je ne soutiendrai jamais, je ne soutiens pas une révision opportuniste de la Constitution. Ce n'est pas parce que je suis au premier mandat et que je vais dire que 2 mandats c'est bon et quand je serai à la fin du 2e, je trouverai qu'il faut réviser pour faire un 3e mandat. Moi, je ne suis pas d'accord par principe pour ça. C'est-à-dire, si aujourd'hui le débat d'un 3e mandat peut se poser au niveau du Bénin, moi, à mon avis, il faut que le président Patrice Talon fasse ces 2 mandats, qu'il s'en aille et que le principe général soit posé. Soit dit, s'il cherche à réviser maintenant, ou si on cherche à réviser maintenant pour lui permettre de faire un 3e mandat, moi j'estime que ça va être une révision opportuniste. Et en l'espèce, je crois que ce ne serait pas une bonne chose. Ça veut dire qu'on a révisé par rapport à un individu, par rapport à une envie de rester indéfiniment au pouvoir. Mais si après lui, quelqu'un démarre un mandat et le débat, le principe se pose pour dire mais pourquoi nous limitons les mandats? Il faut que désormais
que le peuple décide et fasse que quelqu'un qui prend le pouvoir fasse le nombre de mandats qu'il souhaite, moi, ça ne me gênerait pas. Et le peuple, en ce moment, posera le principe. Mais vous êtes contre une révision de la Constitution. Je suis contre une révision opportuniste, je le répète. Oui. Quel que soit le moment, je suis contre une révision opportuniste. Et en l'espèce, je crois qu'il faut toujours combattre ces genres de choses-là. Parce que les lois ne se taillent pas par rapport aux individus, les principes ne se prennent pas par rapport aux individus. C'est vrai que Achille a parlé de peuple. C'est au nom du même peuple qu'on a révisé pour faire 2 mandats. Et c'est au nom du même peuple que vous voulez réviser pour continuer à gouverner et faire un 3e mandat. Le peuple a beau jeu. Le peuple a des représentants, mais ces représentants, je suis désolé, ne parlent pas souvent. N'oubliez pas souvent au nom du peuple, ne parlent pas par rapport aux intérêts du peuple. Mais n'oublions pas que le débat, que la question a toujours hanté les esprits au Bénin à la fin donc du deuxième mandat. Je vous rappelle que le président Patrice Talon par principe a dit, il a dit quand il prenait le pouvoir, même avant de prendre le pouvoir et quand il a pris le pouvoir, lui personnellement, il a dit qu'il souhaite un seul mandat de 7 ans. Il a dit. Oui, et après, il a évolué, il a avisé, comme il a dit, et il fait 2 mandats. Maintenant qu'il réavise et qu'il fasse un 3 mandats, ce n'est pas ses propos, il ne l'a dit nulle part. Hein. Je crois que nous sommes en train juste de faire un commentaire de principe. Non, n'oubliez pas, et je le dis, c'est de principe. Il faut que nous ayons le courage quand même de crever l'abcès. Ce débat-là a toujours refait surface à la fin du 2e mandat de chaque président depuis Kérékou. Oui. Touche pas ma constitution. Si nous avons connu Réki Amadougou, c'est par rapport à ça. Vous savez tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Par rapport à cette question-là, les députés étaient prêts à modifier la constitution pour un 3e mandat et pour donner un 3e mandat à Kérékou. À la fin du mandat de Boni Yayi, le débat est revenu encore. À la fin du mandat, vers la fin du 2e mandat, le débat revient encore. Ça veut dire que la question, elle est sérieuse. Et il faut que nous ayons le courage de faire le débat sur la place publique. Merci beaucoup. Même en France, un ancien président de l'Assemblée nationale appelle à une modification constitutionnelle pour permettre à Macron de faire un 3e mandat. Gassoyam aussi. Oui, bon, ça a au moins le mérite de nous rassurer pour dire que ce n'est pas les Africains seulement qui sont accros du pouvoir, qui sont opportunistes dans leur prise de position. Je rappelle, l'ancien président, c'est M. Ferrand, je rappelle que c'est un proche de l'actuel président Emmanuel Macron. Et s'il le dit ainsi, ça veut dire que les adeptes d'un 3e mandat ou de rester indéfiniment au pouvoir, ce n'est pas seulement les Africains, c'est un peu partout. Et encore une fois, par principe, je dis que ce ne serait pas une bonne chose de le faire ainsi, parce qu'on estime que Macron doit rester. Macron, qui soit dit en passant, est à son 2e mandat, il a d'énormes difficultés à gouverner la France. Et déjà, on pense à un 3e mandat pour lui. Par exemple, quand vous prenez les Turcs, c'est un mandat. Le président Erdogan est en train de faire un 3e mandat. Il a été réélu difficilement. C'est le peuple qui a décidé parce que leur constitution ne limite peut-être pas. C'est de bonne guerre. Quand vous prenez les chanceliers en Allemagne, les gens font 20 ans pratiquement au pouvoir parce que leur constitution a décidé que c'est ainsi. Donc, le débat, je parle comme Achille, mais je ne suis pas d'accord avec lui parce que le débat, quand il dit le débat est permanent, le débat n'est permanent que généralement en fin du 2e mandat. Ça veut dire que ce n'est pas un débat sérieux. C'est un débat qui revient de façon opportune ou opportuniste parce que les gens estiment que ce président est en train de partir, je suis avec lui, s'il part, je partirai, mes intérêts partiront. C'est en ce moment que les gens posent le débat. Merci. Mais si en début de mandat, le débat se pose de façon claire ou au moment où il n'y a pas un enjeu de fin de mandat ou d'un début de mandat, le débat se pose de façon claire, que ça se fait et qu'on décide au Bénin de ne plus limiter les mandats, je crois que ce serait... Oui, ancien président de l'Assemblée nationale de la France, c'est vrai que c'est une personnalité, mais dans le débat public actuel et dans le fonctionnement des institutions, sa voix ne compte pas beaucoup. Il n'a fait qu'exprimer qu'on appelle une volonté, une opinion, comme le cas de Jacques Migan au Bénin. Et donc, je crois que fondamentalement, cela ne change rien. Mais je ne changerai pas de position par rapport à la question de la révision des constitutions. Pour moi, si une constitution doit être révisée, il faut que le débat soit fait à la place publique. Il faut que l'opinion nationale ou le peuple donne son avis. C'est ce que la constitution a prévu. Si on pense que, il faut encore modifier les choses pour un 3e mandat, pour donner la possibilité au président en France de faire un 3e mandat, il faut quand même que quelqu'un porte la préoccupation et l'exprime. Donc, c'est ça, c'est ce courage-là que nous n'avons pas. En tout cas, ne pensons pas que... Bon.
Non, je rappelle qu'il est du bière. Ne pensons pas que les constitutions sont des documents donc établis une fois pour toutes. Même la Bible est révisée. Le Nouveau Testament. Oui, mais je rappelle à Achille quand il parle du peuple de révision, tout ça. Je le rappelle que c'est 83 qui ont modifié la constitution du 11 décembre 1990. En tant que représentant du peuple. Oui, mais c'est 83, c'est pas le peuple. Quand vous dites le peuple, vous avez parlé du peuple, vous avez parlé du référendum. C'est aussi un principe établi dans la Constitution. Voilà. Que les représentants du peuple ont ce pouvoir-là d'agir au nom du peuple par rapport à la révision de la Constitution. Merci beaucoup, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais avant de vous laisser partir, la question, la rue-opine de cette semaine, Fawziat Sefou est revenu encore. Là, ça va beaucoup l'intéresser. Pour ça, là, j'allais dire, y a-t-il des excuses pour un homme qui ne donne pas la popote sous prétexte que sa femme travaille ou fait le commerce? Gaspard Yamassi. D'habitude, j'ai l'habitude de ne pas être direct. Mais sur ce sujet, je veux être direct. Je vais répondre oui. Le prétexte, c'est que la femme travaille et fait du commerce. Donc, elle a les moyens. Non, c'est l'excuse. La femme travaille, elle fait du commerce, elle a les moyens. Ça suppose que l'homme peut ne pas donner la popote. Ce n'est pas une excuse en tant que telle. Si la femme a les moyens d'assurer le quotidien, de le faire, et que l'homme n'est pas obligé, je ne sais, c'est pas qu'il fuit ses responsabilités, mais s'il estime que tout va bien et qu'il n'y a pas moyen de donner la popote parce que la femme a justement les moyens, je pense que c'est une excuse. Maintenant, s'il n'y a pas de moyens, et je pense que c'est un principe qu'il faut également arrêter dans le couple. Si la femme estime que le travail qu'elle fait, c'est son argent, le commerce qu'elle fait, c'est pour sa poche et que ce n'est pas pour la popote, et que le mari ne donne pas à la femme, la famille, là, il y a danger. Mais si c'est un principe établi, que la femme a les moyens, que l'homme peut ne pas donner, je crois que ça... Gaspard Yamassi, vous êtes de quelle localité? Non, ça... Parce qu'il y a des régions, paraît-il, données. Donc, pour savoir, pour apprécier votre... Non, moi, je suis des collines. Je suis de Savet, précisément. Et là, nous, on donne la popote là-bas. La popote, la popote. Pourquoi il se presse donc d'ajouter? On aura peut-être un peu son réponse ici. Lui, il est de la partie... Non, ce qui est sûr, je ne suis pas du tout d'accord avec Gaspard. Quel que soit ce que la femme fait, il est de la responsabilité de l'homme de donner la popote. Bon, on peut, le principe est établi, que ça soit 50-50. Mais un homme responsable dans le foyer doit donner à manger à sa femme et à ses enfants. Je crois que c'est ça la popote en résumé. Et donc, même si ce n'est pas beaucoup, il ne faut pas principe donner quelque chose. Même si la femme doit compléter, il ne faut pas principe donner quelque chose. On n'a pas précisé si l'homme travaille ou pas, s'il a les moyens ou pas. Non, je crois compte de je crois que un homme sérieux, un homme sérieux quand même devait quand même apprendre à faire quelque chose, ou devait faire quelque chose. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Bon, s'il n'en trouve pas... Vous êtes de quel parti? On peut la trouver. De quel parti? Du pays? Comme vous le constatez. C'est un ou bien au milieu. En tout cas, chez nous, on a vu papa donner popote à maman, et donc, par éducation. Vous donnez librement. Donc, ça veut dire que chez nous, on donne popote. On n'a plus, c'est définitivement terminé, mais paraît-il qu'il y a une localité du pays où ces hommes... Non, il y a plusieurs localités du pays. Gaspard Yamassi, des hommes de localité. Là où nous sommes. Vous êtes où? On est à Wando. Il y a des localités comme Porto-Novo, comme Ouida, où les hommes ont l'habitude de s'asseoir le matin sous les arbres et de jouer du hadji. Ce sont les femmes qui font du commerce. Là, ils ne refusent pas de donner la popote. Ils n'ont pas les moyens de donner la popote. Et les femmes les ont habituées à ne pas donner la popote. Non, mais c'est vrai qu'il y a des cultures dans lesquelles c'est la femme qui donne à manger à la famille. L'homme ne veut pas savoir comment elle a trouvé de l'argent pour le nourrir et pour nourrir les enfants. Bon, ça, c'est leur culture. C'est suffisamment clair. Ça. Et au Bénin ici. Bon, exemple, ce qui est sûr, nous allons demander aux sociologues de faire le travail et de nous revenir. Vous pouvez inviter vos sociologues ici. Si la femme ne se plaît pas, je ne sais pas pourquoi vous craignez à la place de la femme. Vous résidez à Porto-Novo, donc faites attention. Voilà les gars, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions, et à vendredi prochain si Dieu le veut pour un autre numéro. À très bientôt. Avec Shamsdine Badaro, Gaspard Yamassi. Les Grandes
Contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.